Bonjour Quentin. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir, parce qu'en plus, Back Market est quand même une boîte tout à fait passionnante. Créée en 2014, place de marché, je n'ai pas besoin de la présenter, on est un certain nombre à avoir des produits dans nos poches qui en viennent, j'imagine. Bravo. Mais dans le reconditionnement, à quel moment et quel est le bon moment qui fait, parce qu'on en parle là depuis ce matin, qu'on passe de on est une plateforme qui a une super idée et un truc qui fonctionne à une marque, en fait? Yes. En fait, moi j'ai rejoint Back Market il y a 3 ans et c'est à peu près à ce moment-là que la décision a été prise d'accélérer assez rapidement sur les investissements de marque. On y reviendra. Je pense que la décision, elle a été prise au moment où on est capable d'honorer la promesse de la marque. Parce qu'en fait, une marque, c'est un imaginaire qu'on va créer, surtout pour un secteur d'activité comme le reconditionné où tout est à créer. Donc il y a un imaginaire qu'il faut développer, il faut développer des nouveaux usages. Et également, quand tu es capable de répondre à la promesse que tu évoques dans tes pubs. En gros, nous, il fallait qu'on attende d'avoir un super bon product market fit. On ait une place de marché, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas propriétaire de nos produits. Donc il faut qu'on s'assure qu'on ait assez d'inventaire et de produits reconditionnés disponibles sur le site, puisqu'en fait, vous le savez, et on en a déjà parlé, mais quand on décide d'accélérer sur les investissements médias en branding, il se passe des choses. Il y a des gens qui viennent sur votre site. Et si vous n'êtes pas capable d'honorer la promesse dont vous leur parlez, ouais, il y a un problème. C'est hyper déceptif dans la consumer journée. D'accord. Donc il y avait un début qui était Google, enfin en gros, de faire venir, d'amorcer le business. Et une fois qu'il y a assez de choses sur la plateforme, de pouvoir véritablement lancer à grande échelle le système, quoi. Carrément. En fait, quand tu crées un marché comme le reconditionné, c'est pas le search qui crée de la désirabilité pour une marque et qui crée un nouveau secteur d'activité. Le search, c'est une guerre sur le prix. Donc c'est très intéressant, ça génère tes premières ventes, c'est ultra mesurable, ça rassure tout le monde. Mais sur le long terme, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de bider et d'avoir de bider mieux que toi et qui ait plus de moyens que toi. Oui, t'es perdu. Voilà. Donc nous, Alors par contre, quand on passe à la pub, il faut des conseils. Il faut une ou des agences, donc des investissements, c'est des sous. Qu'est-ce qui est mis dans la balance, là pour le coup, puisqu'on change de philosophie en quelque sorte, entre le coût et l'efficacité? Nous, il y a trois choses. Premièrement, la marque, c'est un principe philosophique chez nous, j'y reviendrai. Deuxièmement, ça demande de l'organisation en interne et en externe, donc compétences en interne et agence. Troisièmement, il y a quand même un principe de réalité financière qui va driver un peu tout ce qu'on va décider. Sur la partie philosophique, c'est ce que je vous ai dit. Nous, on a la chance, parmi nos 3 fondateurs, il y a un ancien planeur strat publicitaire qui a bossé chez BETC pendant des années. Donc en fait, ça aide à sensibiliser tout le monde sur l'importance de la marque, des discours, de l'utilisation des médias. Premier principe. Deuxième principe, les compétences. Les compétences, donc nous, on a été accompagnés par Remine au tout début, puis par ROX, qui nous ont vachement aidés et qui nous ont apporté du conseil sur le développement de nos créas télé, j'y reviendrai après. Mais en interne, ça demande aussi une nouvelle manière de... Moi, je n'ai pas connu Back Market en early stage. J'ai connu Back Market, on était déjà 300, aujourd'hui on est 700. Mais du coup, j'ai connu Back Market où il faut faire des exercices de planification. On n'est plus dans le scrappy, comme ça a été dit, et on n'est plus dans on teste, on fait des choses. On fait des plans, et quand on décide d'y aller, on y va. Et il faut qu'on soit préparé parce que l'affichage, la télé et tout... Il y a un peu plus d'inertie que sur des campagnes de search qui sont optimisées donc tous les jours. Donc ça suppose des compétences en interne, effectivement. En interne et en externe. Et en externe. Là, les agences ont eu un rôle assez incroyable dans notre développement. C'est pour nous apporter toute la connaissance du marché, les recommandations sur les canaux, nous rassurer pour avoir des estimations de coûts, puisqu'on viendra sur la mesure après, mais on essaie de mesurer un maximum de choses. Et le troisième principe, qui est le principe de réalité financière, c'est qu'en fait, on a quand même besoin de prouver, pas la rentabilité immédiate, mais de prouver l'impact
de ce qu'on va lancer par des campagnes de mass communication. Et nous, ce qu'on fait avec les équipes finance, c'est qu'on fonctionne sous forme d'hypothèses et de paris. En fait, on fait l'hypothèse, on émet une hypothèse qu'on valide avec la finance et on dit on va faire ça, donc on va lancer de la télé et on pense qu'en faisant ça, on va augmenter notre trafic brand de X%. Et on utilise des insights qui nous sont donnés par les agences ou par nos expériences précédentes. Et en fait, on a un go ou parfois un no-go. Et à la fin, on mesure tout ça. Donc on a toute une équipe de mesure. Justement, il a fallu se muscler de ce côté-là. Carrément. Ouais. Mesure, on est passé par à peu près tout et c'est pas fini. Mesure, on a commencé, donc je parle du offline mass media. Oui, bien sûr. On a commencé par un coup au pilotage à la visite directe, de manière assez traditionnelle, avec l'utilisation des outils marchés. Ensuite, on s'est assez vite rendu compte que c'était un outil qui n'était pas très compliqué, donc on a mis un dev dessus et on l'a développé en interne. Donc maintenant, on a l'outil en interne et on peut l'utiliser dans tous nos pays. À chaque fois qu'on lance une campagne, on peut le mesurer. On l'utilise un peu moins maintenant parce que c'est plus trop notre strat. Voilà. Donc coup à la visite. Après, on est passé sur un modèle où, comme la marque, c'est super important pour nous, on s'est dit qu'est-ce qui valide le fait que tu es une marque, c'est ta notoriété. Donc en fait, on pilotait nos investissements au coût du point de notoriété incrémental apporté par ces campagnes de mass média. Donc on a fait toute une étude sur la base de... Nous, on bosse avec YouGov. On utilisait toute la data YouGov et on a essayé de modéliser l'augmentation de la notoriété en France et l'impact de chacun des médias sur l'augmentation de la notoriété. Aujourd'hui, on est sur des tests d'incrémentalité. L'incrémentalité, c'est en gros si on débranche. C'est pas si on ajoute quelque chose, c'est si on débranche quelque chose. Est-ce que la perte, genre si on débranche 20% des investissements médias, est-ce qu'on perd plus ou moins 20% de résultats? Si on débranche 20% des investissements médias et qu'on perd que 5%, eh ben, on débranche et on va voir où est-ce qu'on les réalloue. Voilà, on en est là. Et l'étape à venir, je pense que ça va arriver d'ici la fin d'année. Hein. S'il y a du monde dans la salle, on va bientôt avoir besoin de conseils. Je pense qu'on va rentrer dans du marketing mix modeling. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu des questions qu'on nous pose. Les personnes à qui on doit rendre des comptes ont besoin d'avoir des informations sur ces sujets-là. C'est aussi un problème ça demande des compétences, ça demande du temps, ça demande de récolter de la data sur beaucoup d'années pour essayer d'évaluer le pouvoir de chaque canal sur les performances. Mais je pense que c'est ce qui va arriver d'ici la fin d'année. Ouais. Il y a aussi il y a un domaine fort important, surtout pour Back Market, qui utilise, c'est la créativité publicitaire. En fait, ce qui est intéressant, je vois les slides défiler. Nous, évidemment, on croit au pouvoir de la créa. On a un ancien créa dans nos fondateurs. Mais je ne peux pas dire qu'on ait trouvé notre territoire aujourd'hui. Moi, je suis arrivé il y a un peu plus de 3 ans. Je pense qu'on a 5 territoires télé qui ont déjà été testés en 3 ans. Donc, on teste énormément de choses et on a un peu de mal. Et on est en train d'y travailler. À mesurer l'impact relatif de chaque territoire Ouais, c'est qu'en fait, on a commencé par des campagnes très drive-to, donc où tu mets l'accent sur le prix, où tu fais du call to action, c'est sympa, mais on ne pensait pas que c'était suffisant. On est passé dans l'extrême inverse, où on fait des spots très vision, où on met du prime, on veut incarner un changement de modèle et tout ça. Ensuite, on a aussi, comme vous le voyez ici, on veut toujours utiliser le média au service de notre mission. Nous, notre mission, c'est quand même de proposer de la tech durable à peu près tout le monde. Donc, on a fait une campagne autour de ça avec les résultats de l'ADEME, qui pour la première fois, on avait des chiffres qu'on avait le droit de communiquer sur l'impact du reconditionné versus le neuf. Donc, on cherche un peu notre... Là, maintenant, c'est les chats. Là, c'est les chats, là. Là, c'était les chats. Les chats, ça a été, d'un point de vue strat, c'était intéressant. Ça part de loin, les chats, quand même. Ouais, les chats, ça part de loin, ouais. C'est un insight assez lointain. C'était notre première campagne européenne. On peut retenir ça comme gros insight. Après, sur la performance de la créa et les études qu'on mène, elles n'ont pas moins bien marché que les campagnes précédentes. Mais pas forcément beaucoup mieux. Elles n'ont pas beaucoup mieux marché, mais comme on achète mieux le média, les performances sont là. Mais c'est clair que ça ne fait pas l'unanimité. Et les chats vont bientôt partir. Absolument. On travaille sur quelque chose d'un peu plus global pour... là, l'idée, c'était d'être aussi un peu européen, quoi. C'est-à-dire d'être là, c'était européen. International, et les chats parlant toutes les langues.
Là, c'était européen. Non, les chats, c'était qu'en fait, ils découvraient qu'il n'y a pas que eux qui avaient plusieurs vies. Il y avait aussi des produits de la tech, mais voilà, l'insight très lointain. Là, la prochaine étape, c'est qu'on va avoir notre première campagne monde, donc également aux États-Unis, d'ici la fin d'année. Donc là, on est en train de travailler là-dessus, mais voilà, ça va être encore un nouvel environnement artistique, médias. On est en train de redéfinir tout ça. Bon, bah, ça nous donne envie en tout cas. Bah, merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup. Merci Quentin pour votre partage. Nous poursuivons avec Swile et j'invite la CMO de Swile à me rejoindre sur scène, Anne-Carole Cohen. Ça, vous allez en avoir besoin, hein. Vous avez beaucoup de slides, Anne-Carole. Alors, il y a 4 ans, vous avez rejoint Swile, qui s'appelait Launcher à l'époque, après d'autres expériences en start-up, chauffeur privé et Frishti, et auparavant 7 ans à la communication chez Énergie Mobile. Vous allez nous raconter comment vous avez suivi ce cheminement dans la communication de Swile pour aboutir à une com très B2B2C. Exactement. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Alors, on a beaucoup parlé de quels étaient les éléments, les bons éléments pour faire une bonne communication. Et je voulais commencer par une citation que je trouve très pertinente de Maya Angelou, qui dit que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait. En revanche, ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Donc ça, c'est pour nous une chose très importante. Faire ressentir aux gens des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne pas avoir peur justement de créer parfois du désaccord, de l'incompréhension, parce qu'on pense que dans la communication, ce qui est important, c'est de générer de la conversation. On en a beaucoup parlé, mémoriser une communication, je pense que c'est ce que cherche tout annonceur. Et je vais vous expliquer un peu quels sont les ingrédients qu'on utilise, nous, chez Swile, pour justement générer cette conversation. Donc la première chose, c'est essayer d'être là où les gens ne nous attendent pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette très ancienne pub de Levi's à l'époque, Black Sheep, où on voyait tout un visuel avec plein de petits moutons blancs, évidemment, et au milieu, il y avait un mouton noir. C'est vraiment l'objectif, je pense, de la communication, c'est réussir à se différencier parmi tout un tas d'annonceurs qui disent un peu la même chose que vous. Donc, être là où on ne nous attend pas, essayer de préempter des territoires sur lesquels le consommateur ne nous attend pas forcément. La deuxième chose importante, à mon sens, c'est d'essayer de toujours pousser les frontières un peu plus loin, oser, que ce soit de la part des annonceurs. Je trouve que parfois on a tendance à sauter un peu vite dans le grand bain sans prendre le temps de faire un bon brief. Et un bon brief pour définir vraiment quels sont nos objectifs et de se dire que justement on peut réussir avec nos agences médias et nos agences de création à pousser les frontières, c'est très important. Parfois, je trouve qu'on se sature un peu trop, en France notamment. Et le troisième point, c'est être vraiment, en fait, prendre en considération ce qu'attend l'audience. Vous le savez sûrement, on est exposé à plus de 2000 messages publicitaires par jour. C'est colossal. Donc évidemment, le cerveau ne peut pas absorber tout ça. Donc comment on fait pour que les consommateurs, justement, retiennent votre message? Et je pense qu'il faut, tout part en fait de l'insight consommateur. On en revient toujours à la même chose, mais je pense que personne ne se lève le matin en se disant « Chouette, est-ce que je vais être exposé à une campagne sur de l'électroménager ou des voitures ou encore une carte de titre resto ?» Non, ça n'existe pas. Donc comment on leur apporte un message qui leur parle? Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire chez Swile. On fait du B2B, donc vous savez que B2B, ça veut dire évidemment business to business. Mais nous, on trouvait qu'en communication, à l'époque, ça voulait dire plutôt boring to boring, parce que généralement, quand on faisait du B2B, il fallait faire du média spécialisé, il fallait en effet, quelqu'un racontait en tout début de conférence, des publicités assez rationnelles, en fait, qui, sur le papier, détaillaient tous les
tous les avantages produits, mais finalement qui n'étaient pas du tout faites pour le consommateur. Donc on a essayé de changer un peu ce paradigme et de transformer le business to business en communication pour aller vers du boring to bold. Donc ça, c'est le premier exemple. Quand je suis arrivée à l'époque, donc la marque s'appelait Luncher. C'est la première campagne qu'on a faite. On l'a déclinée en plusieurs campagnes. Donc vous voyez des personnalités très connues, Marc Simoncini, Fleur Pellerin, Xavier Niel, qui étaient nos clients, enfin qui sont d'ailleurs toujours via leurs boîtes respectives. Et c'était la première fois qu'un annonceur du marché des avantages salariés communiquait, et en plus communiquait de manière un peu différenciante. On a, en termes de médias, utilisé la presse. On a utilisé 3 quatrièmes de couverture, de mémoire Le Monde, Le Parisien et Les Échos. Et cet écrin médiatique a suffi justement à déclencher un gros bouche à oreille et à générer cette fameuse conversation qu'on était allé chercher. Et pour la petite anecdote, à droite, vous pouvez voir tous les autres clients qui nous ont, suite à ça, demandé justement d'être partie prenante de ces communications. Donc on pense que justement une publicité qui, comme ça, va chercher l'adhésion des clients qui veulent en devenir l'effigie, forcément, ça a porté ses fruits. Le deuxième exemple, ça c'était pendant le Covid. Vous vous souvenez, évidemment, les panneaux publicitaires étaient assez vides parce qu'il n'y avait personne dans la rue, donc pourquoi payer pour toucher personne ? Donc nous, on s'est dit que justement, être là où on ne nous attend pas, que c'était peut-être un moment intéressant justement de prendre la parole à ce moment-là, en affichage, alors qu'il n'y avait personne dans la rue. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que l'affichage, justement, a la capacité à aller sur du digital. Et donc, on a été acheter ces grands formats publicitaires dans les gares, notamment avec la carte la plus inutile du moment. Donc, chercher de l'autodérision, vraiment créer un lien avec le consommateur pour que, justement, cette conversation se crée. On avait fait un petit film d'ailleurs qui s'est... Donc voilà, c'est ouvert, ça passe partout, mais c'est ouvert nulle part. Un film qui a été fait vraiment in-house, en interne, mais qui a justement eu une grosse capacité virale parce que les gens à ce moment-là avaient envie un peu d'humour et je pense que créer une connexion avec la marque qui justement va pas forcément se mettre en avant, mais qui va encore une fois comprendre les enjeux des consommateurs à ce moment-là. Donc cette campagne, elle nous a permis de gagner en sympathie puisqu'elle a généré, comme je vous l'ai dit, beaucoup de conversations, notamment sur les réseaux sociaux. Vous voyez quelques exemples derniers mois. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on appelle le earned media. Donc à chaque fois, on investit une petite poche média pour justement aller chercher une couverture beaucoup plus large. On a gagné également en visibilité, notamment dans la presse. Alors, je me rends compte qu'on a mis une capture d'écran de stratégie. La prochaine fois, on mettra Sibi, parce que Sibi a couvert également la campagne. Mais donc, du coup, généralement, on a toujours... C'est pas jamais évident d'avoir beaucoup de couverture presse, mais c'est une campagne qui a intéressé les journalistes. Et c'est une campagne qui nous a permis de confirmer notre différenciation sur le marché. Le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est le moment de la grande démission. On en entend parler depuis plusieurs années. Tout le monde veut changer de vie, tout le monde veut tout plaquer. Donc on s'est dit encore une fois, on va aller chercher les insights consommateurs. Donc on a fait un petit stunt dans la rue pour demander aux gens, voilà, si vous deviez tout plaquer pour devenir, qu'est-ce que ce serait ? Donc on a eu
plein de propositions. On l'a fait également sur Twitter avec beaucoup de conversations et ce qui nous a amené par la suite à sortir notre campagne Tout plaquer pour devenir salarié. Donc on a pris vraiment le contre-pied justement de cette volonté de tout changer parce que finalement, salarié, ça a également ses avantages, notamment avec la Swile-Card, évidemment. De la même façon, pas mal de presse parce que c'est un sujet de fond, donc c'est intéressant aussi de voir comment une marque peut contribuer aussi à des sujets positionnement sur ces enjeux sociétaux. Et donc, ça nous a permis de gagner, encore une fois, en impact avec beaucoup de conversations, être ancré dans ce contexte. Swile, l'ambition, c'est de faire vraiment bouger les lignes du monde du travail. Donc, ça nous permet de gagner un peu en crédibilité sur ces sujets. Et à la fin, finalement, avec toutes ces campagnes, au final, on se rend compte qu'on a multiplié par 3 notre taux de notoriété. Donc, tout ça, c'est long. C'est évidemment un item qu'on suit au quotidien, qui se construit dans le long terme, mais encore une fois, investir dans la marque nous semble sur des enjeux également B2B primordial. Voilà, il me reste 4 secondes, c'est donc le mot de la fin. Merci pour votre écoute. Merci Marion. Je pense qu'il y a plusieurs campagnes là qui auraient mérité des prix EFI. Comme Back Market, on a eu le Grand Prix l'an dernier. Et il y a une autre licorne qui mériterait un prix EFI, c'est Conto. Et j'invite la directrice du marketing de la com de Conto à me rejoindre, Marion de Robillard. Marion. Alors, bonjour Marion, vous dirigez le marketing et la communication de Conto en France, mais aussi à l'international. Et vous avez aussi été élue l'an dernier personnalité marketing bronze. Vous avez, avant de rejoindre Conto, je crois, eu plusieurs expériences marketing dans des startups. Effectivement, merci Emmanuel. Donc effectivement, j'ai commencé ma carrière en conseil et ensuite je suis rapidement passée du côté tech. Donc d'abord chez La Fourchette et ensuite chez Captain Train qui est devenu Trendline ensuite. Et depuis 3 ans, je suis directrice marketing et communication globale chez Conto. Conto, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est la solution leader de la gestion financière pour les PME et les indépendants. C'est une solution qui a été créée par 2 entrepreneurs il y a 6 ans. Pour les entrepreneurs, ils ont créé la solution dont ils auraient rêvé quand eux-mêmes ont lancé leur première start-up. Et du coup, aujourd'hui, Conto, ça propose une solution qui simplifie énormément la gestion financière et qui permet aux entrepreneurs de se concentrer sur leur business à la place de leurs finances. Et alors, quand est-ce que Conto s'est lancé dans la publicité média? Quand est-ce que Conto a sauté le pas des grands médias? Alors moi, je suis arrivée il y a 3 ans, et il y a 3 ans, en fait, Conto avait 3 ans, et c'était essentiellement développé grâce à la performance marketing, au performance marketing en digital. Donc l'essentiel de nos investissements, c'était performance, 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 et on avait atteint en fait une sorte de plafond de verre. On avait un vrai besoin d'élargir nos audiences et d'aller toucher des nouvelles cibles. Et c'est là que s'est posée la question, justement, de commencer des campagnes de notoriété et de tenter le mass média. Et je dirais que si on retrace ces 3 dernières années, il y a eu 2 gros temps forts. Le premier temps fort, ça a été nos premières campagnes entre 2020 et 2021. On a vraiment une approche à la fois créative et média tournée sur l'efficacité. Donc on avait une communication très proctérienne en fait, où on commence avec le produit, le problème, la solution. Et même d'un point de vue média, on y est allé par étapes. On a fait beaucoup de test and learn. On a commencé petit avec du digital. Ensuite, on est allé en radio. Puis ensuite, on s'est lancé en télé, mais une fois de plus, de manière assez timide. Donc peut-être que ça peut être l'occasion de voir notre premier spot. On regarde le premier spot. Conto, c'est le compte qui change la vie des pros. Terminez les lourdeurs administratives. Fini les difficultés à joindre son conseiller. Adieu la corvée des notes de frais. Avec Conto, ouvrez votre compte pro en ligne en 10 minutes. Profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7 et gérez vos notes de frais en temps réel. Conto, le compte au service des pros. Et après ce premier spot, il y a eu un travail sur le rebranding. Oui, exactement. Donc, Conto, c'est une marque qui avait été créée en interne. Donc, on avait des grosses équipes design.
Et au bout de 4 ans, on s'est dit, là, il y a un moment où on atteint une certaine maturité. On a besoin de réaffirmer qui on est, comment est-ce qu'on veut transparaître auprès de nos clients et de nos prospects. Donc, on a fait un gros travail avec une agence externe sur notre branding. Et du coup, on a lancé notre rebranding en 2022, qui s'est accompagné du coup d'un gros plan de communication. Et notre plateforme de marque était tournée plus du coup sur l'efficacité, mais beaucoup plus sur quelque chose de beaucoup plus haut, l'énergie. Et du coup, Conto s'est positionné comme, il se positionne encore aujourd'hui comme la solution qui redonne de l'énergie aux entrepreneurs. Et d'un point de vue créatif, on est allé aussi sur quelque chose d'un peu plus osé, parce que nous, on est en B2B aussi, et comme Swile, et on a voulu adopter des codes du B2C qui n'étaient pas utilisés justement par des startups de la tech B2B, avec un film où vraiment on place l'entrepreneur au centre et on redonne à l'entrepreneur cette énergie dont il est un peu délaissé à cause de toutes les embûches qui sèment le parcours des entrepreneurs comme on le connaît. On regarde le spot où vous avez adapté les codes du B2C. Que vous soyez chef d'entreprise ou indépendant, le plus important, c'est votre énergie. Celle qui fait avancer votre business au quotidien. Et cette énergie, rien ne devrait la freiner. Avec le compte pro tout en un Conto, libérez-vous de la gestion financière et gardez votre énergie pour l'essentiel. Conto. Alors après ces lancements, qu'est-ce que vous avez appris et quelle est aujourd'hui votre stratégie de com ? Je dirais qu'en 3 ans, on a vraiment gagné en maturité, à la fois d'un point de vue média et créatif. On a fait beaucoup de test and learn, on a testé quasiment tous les mix médias possibles qu'on pouvait, la radio, la télé, la presse, le digital. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment une finesse en fait, de compréhension de quels sont les mix à utiliser en fonction de nos cibles et nos sous-cibles, parce qu'entre un freelance qui se lance et un chef d'entreprise qui a une 50aine d'employés, c'est pas du tout les mêmes canaux qu'il faut utiliser, c'est pas du tout les mêmes messages. Et donc, dans cette logique d'amélioration continue et de recherche à la fois de plus de notoriété et de création de notre marque et de performance, parce qu'on reste une boîte très ROI-driven, aujourd'hui, on a une meilleure connaissance de quels sont les canaux à activer, quand, comment. Et on a énormément en fait, retravaillé toutes nos créas. Donc la créa que vous avez vue tout à l'heure, on l'a retravaillée 4 fois. On a travaillé notre copie télé direct. On la regarde ? On va regarder. On la regarde. Conto, c'est la solution tout en un, simple et efficace pour créer votre entreprise. Enregistrez vos statuts, déposez votre capital, immatriculez votre société et ouvrez votre compte pro. Créez votre entreprise sur conto.com. Donc cette créa, elle est beaucoup plus performance-driven. Et du coup, on a joué avec ces différentes créas en fonction de nos besoins. On a fait la même chose aussi en affichage. En affichage, on a vraiment une approche très littérale en fait, de nos nouveaux codes de marque qui sont assez étonnants par rapport à la communication habituelle, parce qu'on utilise le noir et blanc et on utilise des couleurs pastel, donc ça peut être un peu perturbant. Mais l'avantage, c'est que c'est extrêmement visible dans le paysage urbain. On n'utilise pas du tout les mêmes codes habituels. Et cette plateforme de marque, en fait, nous a vraiment permis de scaler nos créas, parce qu'en fonction de la localisation, en fonction des segments clients, on a réussi en fait à garder une cohérence extrêmement forte, mais à changer nos messages. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine en fait de créas qui ont été faites sur cette plateforme, et ça nous a vraiment permis d'optimiser. Et je dirais que le dernier learning, c'est vraiment que notre stratégie, c'est une communication continue. Donc on a une stratégie d'always on en digital, donc à la fois sur la performance, mais aussi sur le awareness. Et en plus de ça, on fait des push médias assez forts tous les 3 mois. Et donc notre stratégie, c'est tous les 3 mois, on remet un bon coup. Comme ça, notre notoriété, elle est en constante augmentation. Et c'est vrai qu'on voit que quand on est sur des campagnes de mass média, la notoriété augmente considérablement. Alors, tous les 3 mois, Conto est en campagne. Et quels sont les résultats de ces campagnes ? Qu'est-ce que vous pouvez attribuer à la publicité ? Et comment est-ce que vous mesurez tout ça et l'apport de chaque média ? Alors c'est de l'apprentissage au quotidien, parce que la création de marque, ça prend du temps, comme tout le monde le sait. Aujourd'hui, les résultats sont là dans la mesure où on a multiplié notre notoriété par plus de 5 en moins de 3 ans. Et on a aussi augmenté le nombre de nos clients par plus de 5 en 3 ans. Donc on a une vraie corrélation évidente entre nos investissements de marque et nos investissements business. On voit que quand on est en campagne, en fait, nos campagnes à la perf, qui sont extrêmement fortes chez Conto, elles sont encore plus efficaces.
Aujourd'hui, on a même commencé à travailler sur un modèle économétrique avec Equimetrix et on commence à avoir les premiers résultats et qui sont hyper intéressants parce qu'aujourd'hui, on est capable d'identifier quelle est la contribution précise par canal à nos résultats business. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Voilà. Ah bah vous pourrez expliquer Back Market comment on fait. Conto se développe alors en Allemagne, en Italie et maintenant en Espagne. Est-ce que ce que vous faites en France est utile pour ces pays-là et réplicable? Alors, on a commencé à investir dans nos autres marchés, donc en Italie et en Allemagne, il y a déjà 2 ans. Nous, on a une approche de scale pour tout ce qu'on fait. Donc, toutes les créas qu'on a faites pour la France, l'idée, c'est de les adapter. Alors, pas mot pour mot, mais dans les autres marchés. Et donc, la France, c'est notre pays pilote. On teste tout d'un point de vue média et d'un point de vue créa. Et ensuite, on réutilise dans les autres marchés. Et quelque chose d'assez trivial, par exemple, c'est que notre spot télé, enfin nos spots télé, il n'y a que des voix off et pas de voix in. Et pourquoi? Parce que justement, c'est plus facile d'adapter d'un marché à l'autre. Marion, pour conclure, quels sont les 2-3 conseils que vous donneriez aux startups qui se lancent dans la pub? Je vais peut-être me répéter par rapport aux précédents speakers, mais vraiment oser défier les codes en fait, qui sont initialement attribués à votre secteur d'activité. Ce n'est pas parce que vous êtes en B2B qu'il faut faire des choses boring. Oser innover et tester, parce que chaque business a finalement des cibles différentes et du coup aussi le paysage médiatique évolue, donc il faut tester les nouveaux formats. Et en dernier lieu, je dirais, si vous avez les moyens de commencer à investir, continuez à investir sur la durée, parce que si vous faites juste la typique campagne dans le métro de toutes les startups et qu'après vous arrêtez tout, malheureusement, ça risque de pas trop marcher. Donc, essayez d'investir sur la durée et sur la fréquence de vos communications, que ce soit du earn ou du paid. Merci Marion pour ce partage. Merci Emmanuel.